Sa très longue trajectoire politique très éclectique pose quelques difficultés à déterminer son profil exact lorsqu'on l'a rencontré. Mais on sait que depuis Abdoulaye Wade, depuis son leadership à l'Assemblée nationale, en passant par sa fonction ministérielle, il s'est longuement démarqué dans ce paysage pour aujourd'hui chuter dans la ceinture politique la plus proche du président Macky Sall. Et c'est l'un des hommes politiques qui s'est également démarqué en s'investissant dans le privé, puisqu'il se revendique cette personnalité de développement en finissant président du Conseil patronal des énergies renouvelables. Merci de nous retrouver dans cet autre numéro de Grand Sans Détour qui accueille le ministre Abdou Fall parce qu'il a été ministre d'État. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour. Et pour vous interroger et s'assurer que vous ne nous ferez aucun détour dans l'interview, nous avons deux illustres confrères qui nous accompagnent. Je commence par Samba Djalim Pabadji. Bonjour. Bonjour Godlove. Le rédacteur en chef adjoint d'Africa Tchèque. Ils sont réputés pour le journalisme d'investigation. On ne les trompe jamais quand on évoque des chiffres, des données ou encore des courbes de développement. Ils savent la lire et se sentent illustrés, démarqués par cet aspect des choses sur la toile ces derniers temps dans le champ média sénégalais. Momar Diong, bonjour. Bonjour Godlove. Alors, il était rédacteur en chef et je ne vais pas l'évoquer ici parce qu'il est plus analyste politique. Avec beaucoup de recul, il sait pénétrer le paysage politique sénégalais, surtout à la veille de ce qui nous attend, à savoir les élections législatives. Monsieur Fall, vous n'êtes pas investi candidat. Pourtant, vous êtes l'un des plus proches conseillers parce que vous êtes au secrétariat national de l'APR et on a presque envie de vous demander, ça ne vous intéresse plus d'être député? Je ne peux pas dire que ça ne m'intéresse plus d'être député, mais je pense que dans le contexte actuel, je pense pouvoir être plus utile ailleurs que là-bas. Et je pense que nous avons dans le parti, dans la coalition, beaucoup de cadres, notamment jeunes, qui sont peut-être plus disposés et qui peuvent être plus aptes que moi aujourd'hui à prendre en charge la politique de notre majorité au sein de l'institution parlementaire. C'est cette expérience que nous allons remuer pendant les 52 prochaines minutes dans Sans Détour. Sans détour donc avec l'ancien ministre Abdou Fall qui est notre invité, un invité pluriel, difficile à cerner quand même. Dans un premier temps, nous évoquons les échéances électorales. Dans un deuxième temps, le profil de l'invité, surtout cette personnalité qui fait dans la politique, mais brille beaucoup plus dans le secteur privé, ce dont on a le plus besoin, l'électricité, les énergies renouvelables. C'est tout à fait innovant et ça nous intéresse. Mais d'abord, sur les élections législatives de cette fin de mois, vous voulez laisser la place aux plus jeunes, à ceux qui veulent encore donner et vous voulez vous investir ailleurs. Mais est-ce que vous croyez que ces élections sont organisées de façon tout à fait impartiale? Est-ce que ces jeunes ont vraiment la possibilité de s'exprimer comme on le pense quand on regarde la façon dont les candidatures sont établies, notamment au sein de Beno Bokuyaka que vous connaissez très bien? Je pense que d'abord il faut s'entendre sur... Ce sont des élections à enjeu. C'est la première grande épreuve de la majorité depuis l'élection présidentielle de 2012. Parce que en 2012, c'est dans la dynamique de la présidentielle qu'on est allé aux législatives et dans cette dynamique de victoire, les choses étaient plus ou moins entendues, la cause était entendue dès le départ. Alors, c'est pourquoi une majorité large, confortable s'est installée, d'autant que c'était dans le cadre d'une coalition, parce que Bokuyaka c'est une coalition de coalition. Et à l'époque, l'ensemble des composantes de cette coalition étaient là. Aujourd'hui, on est dans un nouveau contexte où le gouvernement a eu quand même à mettre en œuvre sa politique sur 5 ans, donc c'est un moment d'évaluation du bilan. Et deuxièmement, on va vers une élection qui prépare les élections présidentielles, alors qu'avant l'élection présidentielle venait avant l'élection législative. Et troisièmement, on est dans un contexte global sur le plan national, sous-régional, africain et international, de débats politiques et de mutations en vérité. Parce que nous sommes dans un monde qui bouge et qui connaît des mutations extrêmement profondes et dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine politique. Monsieur Fall, l'émission c'est Sans Détour, donc on ne fera pas de langue de bois. Je reprécise peut-être ma question. Est-ce que vous pensez que les jeunes qui veulent être candidats à la députation, à la représentation nationale, ont tous les mêmes chances
Par exemple, pour ce qui est de Beno Bokuyakar, on est député du président ou député de la nation. À qui doit-on l'investiture? Vous savez, dans une démocratie, la fonction de député vous soumet à une double loyauté. Loyauté vis-à-vis du parti et de la coalition qui vous investit, parce que vous n'êtes pas député, vous ne tombez pas du ciel, vous venez à l'Assemblée sur la base d'un contrat de législature. Et ce contrat de législature, c'est le parti majoritaire ou la coalition qui l'apporte. Mais maintenant, une fois que vous êtes député, vous êtes également investi d'une mission populaire, parce que c'est le peuple qui vous investit. Et le député, justement, doit gérer cette double loyauté. Loyauté vis-à-vis de son parti ou de sa coalition, et loyauté vis-à-vis du peuple et des citoyens qui ont voté. Alors, et c'est là l'intérêt d'ailleurs de l'exercice de cette mission. Comment se mettre au service de sa majorité, tout en se dotant d'une marge d'initiative critique qui, dans certaines circonstances, te pose à dire à ta propre majorité, arrête. Alors, donc, c'est ça l'intérêt et le charme de l'exercice du mandat parlementaire, ce que tu n'as pas dans l'exécutif. Parce que dans l'exécutif, tu es soumis à un devoir de loyauté quasi aveugle. Soit tu soutiens, ou soit tu pars. Alors que le député a plus de marge. C'est ça l'intérêt. Dans une coalition large comme Beno Bokuyakar, il y a l'AFP, il y a beaucoup de mouvements, je ne pourrais pas les citer, mais on sait que l'APR vient de façon dominante, je parle sous le contrôle des confrères qui nous accompagnent, et qu'il y a eu des frustrations dans les choix des candidats. Parfois, on pense que ceux qui sont investis, finalement, doivent plus au président. C'est pas trop différent des membres de l'exécutif. En vérité, le président, il a présidé le comité d'investiture, pas en tant que président de la République, c'est en sa qualité de leader de la majorité. Vous savez, les questions d'investiture ne sont jamais des questions simples, surtout dans le contexte de pouvoir. Je dis tout le temps aux jeunes, vous savez, en politique, l'opposition unie, le pouvoir divise. C'est une règle. Quand vous cherchez, vous avez tendance à vous cherchez, vous êtes à la conquête du pouvoir, vous avez tendance à vous regrouper, à vous rassembler, pour vous doter d'une force suffisante qui vous donne des chances de succès. Mais une fois que vous êtes dans une logique de pouvoir et que vous gagnez, là, on est dans une phase de distribution de rôles et de responsabilités. Et ceci entraîne nécessairement des divisions, des positionnements. Alors, donc, les investitures ne sont jamais simples dans un contexte de parti au pouvoir, premièrement, que ce soit en France et partout dans le monde. Deuxièmement, surtout lorsqu'on est dans un contexte de coalition. Et troisièmement, d'une coalition constituée de coalitions. Dans le cas de Bokuyakar, ce n'est pas des partis qui se coalisent, c'est des coalitions qui se coalisent. Donc il y a des leaderships forts qui ont des coalitions derrière elles, qui doivent arbitrer dans leur parti, arbitrer au niveau de leur coalition et soumettre l'ensemble de ces sous-arbitrages à l'arbitrage final du leader de la coalition. Donc ce n'est pas des problèmes simples. Mais ce qu'il faut retenir d'essentiel, c'est que bon, ça fera notamment des frustrations, des problèmes. Bon, surtout que, en règle générale, et ça je pense que c'est un domaine dans lequel les partis doivent travailler, pour assainir le jeu politique, ça c'est peut-être on pourra l'aborder plus tard, surtout qu'en règle générale, les formations politiques n'ont pas suffisamment mis en place, travaillé à mettre en place des mécanismes de gestion des ambitions et des contradictions au sein des partis. Par exemple, si vous avez, tu prends le cas de la France, lorsqu'ils se sont retrouvés confrontés à cette situation, la droite comme à gauche, ils ont pris le parti d'aller vers des primaires, en s'inspirant du modèle américain. Et vous avez vu que même malgré les primaires, les partis ne s'en sortent pas. Vous avez vu en France ce qui s'est passé récemment, la gauche. Voilà, un candidat qui est de la famille gauche n'était pas dans les primaires et finalement, il s'est retrouvé... il n'y a pas 300 partis politiques. Momar Dian, une question. C'est que comparativement à toutes les coalitions de pouvoir qu'on a connues jusque-là, Beno Bokuyakar bat tous les records de longévité. Mais on remarque quand même qu'après les investitures, il y a quelques fritures dans les rangs. Pensez-vous que la coalition sortira indemne de cette élection législative, quelle qu'en soit l'issue? Ce qui est intéressant dans le contexte, dans l'analyse des forces en présence, c'est que
malgré les problèmes qu'on signale du côté de la majorité, ce qui est normal, et malgré également le fait qu'il y a une amplification des difficultés par les médias, c'est la coalition qui est la plus confortable en ce moment. Parfois, ce sont les délégués de l'APR qui relèvent les frustrations, ce n'est pas les médias. Poursuivez. Oui, mais je dis quand même, bon, il y a un phénomène d'amplification. Ce qui est normal, parce qu'on est dans des démocraties d'opinion. Donc, dans une démocratie d'opinion, il faut s'attendre à ce que les contradictions, comme on dit, la presse ne s'intéresse pas aux trains qui arrivent à l'heure. Hein. Donc, c'est à vous de vous organiser pour ne pas leur donner l'occasion d'amplifier les problèmes internes que vous vivez, surtout lorsque vous êtes au pouvoir. Alors, mais là, le vrai sujet, c'est quoi? C'est que la majorité a achevé de vivre ces difficultés. Parce que déjà, vous vous rendez compte que si on analyse les forces en présence dans l'opposition, nous avons deux groupes majeurs auxquels la majorité fait face. Nous avons l'opposition traditionnelle, naturelle, constituée par le PDS et ses alliés. Mais nous avons une nouvelle opposition qui est pour l'essentiel issue de la majorité. Vous avez les Réunis qui étaient avec qui est parti, vous avez les divisions internes des partis, les fractions des partis qui ne se reconnaissent plus, qui sont partis, que ce soit au niveau du PS comme au niveau de l'AFP, et vous avez les autres forces qui ont quitté et qui aujourd'hui se constituent en un pôle autonome. Ils ont essayé de se regrouper, voilà, ça n'a pas fonctionné, et nous avons deux pôles en face de la majorité, le pôle de l'opposition traditionnelle, disons naturelle, que constitue le PDS et ses alliés, et le pôle de l'opposition interne. Ce qui d'ailleurs rend confortable le pouvoir, parce que le pouvoir se met finalement en position d'arbitre face à ce que j'appelle les primaires entre les deux pôles de la majorité qui se disputent le leadership de l'opposition finalement. Alors, on aurait été dans une situation tout à fait différente si le président Wade avait réussi à rassembler tous ces pôles de ce qu'il avait souhaité, parce que dans celle-là, il aurait pu constituer une alternative crédible et sérieuse, mais dès lors qu'ils se sont disloqués, aujourd'hui, le problème se passe plus entre les deux pôles de l'opposition qu'entre la majorité et l'opposition. Alors, donc c'est ça la nouvelle donne qui fait que ceux qui sont partis sont partis. Aujourd'hui, ils se sont constitués en pôle autonome face au pouvoir et ils se disputent le leadership de l'opposition. Et maintenant, la majorité s'est stabilisée avec les forces réelles qui se reconnaissent dans la majorité, dans la politique du gouvernement et qui se reconnaissent de façon stratégique dans l'accompagnement du président Macky Sall. Et c'est cette majorité qui s'est élargi entre-temps avec ce que vous appelez souvent les transhumants, voilà, mais qui constitue un socle suffisamment solide, je pense, pour sortir victorieuse de cette élection. C'est vrai que vous savez très bien de quoi vous parlez. Samba Djalim Pabadji. Alors, on est à la fin d'une législature que beaucoup, et même certains députés eux-mêmes, ont qualifié de pas très bonne, pour ne pas dire nulle. Le président du groupe, Benno Bokk Yakaar. Comment vous voyez la configuration de la nouvelle législature qui va venir après cette élection qui vient? Est-ce que vous pensez que, vu un peu les différentes investitures, les différentes forces en présence pour cette élection, on devrait avoir une législature qui se comporterait mieux, ou bien vous pensez qu'on va aller dans le même sens? Non, moi, je pense qu'on peut avoir, au sortir de ces élections, une nouvelle assemblée à configuration assez intéressante. Je pense que la majorité, le bloc majoritaire sortira victorieux, je le pense. Hein. Vous l'espérez? C'est pas que je l'espère, je le pense. Parce que toutes les conditions objectives sont réunis pour... De toute façon, le système électoral est fait tel qu'il serait difficile. Voilà, tout à fait. On a un mode de scrutin, d'ailleurs, dans lequel je me reconnais. Moi, je pense que dans le cadre d'un régime parlementaire, on n'est pas dans un régime parlementaire, on est dans un cadre d'un régime présidentiel. Il faut une stabilité institutionnelle et il faut un mode de scrutin qui donne quand même une majorité stable. Voilà. C'est pourquoi moi, je suis pour le mode de scrutin tel qu'il fonctionne. D'accord. Majoritaire que pour la nouvelle législature. Et donc, aujourd'hui, le problème pour moi, pour la majorité, c'est pas de gagner. Le problème, c'est bien gagner. Voilà. Alors, maintenant, quel que soit le taux de réussite de la majorité, il y aura quand même des pôles assez intéressants qui vont émerger. Nous avons l'opposition
l'opposition naturelle autour du PDS, voilà, qui va quand même être présente. Est-ce qu'ils auront un groupe parlementaire ou pas? J'en sais rien du tout. L'autre, la nouvelle opposition issue de notre camp, je pense qu'elle sera présente, avec moins de chances d'un groupe parlementaire, je le pense. Et maintenant, il y a de nouveaux pôles qui apparaissent autour de leadership politique, voilà, avec des leaders qui ont quand même une certaine présence, voilà, et leur présence à l'Assemblée nationale peut, à mon avis, donner une nouvelle tonalité, un nouvel élan, voilà, un certain tonus au débat. Ce qui est, à mon avis, salutaire. Parce que ma conviction, c'est que aujourd'hui, il est temps, au sortir de ces élections, surtout après le référendum et l'adoption de la nouvelle constitution, qu'on aille résolument vers les différentes réformes, voilà, à entreprendre, y compris dans la modernisation du champ politique, pour que notre démocratie puisse évoluer. Parce que, quand même, nous avons pratiqué le multipartisme intégral depuis 1981. On l'a mis à l'épreuve sur une trentaine d'années. Je pense qu'il est temps qu'on l'évalue et qu'on évolue vers un système plus équilibré, avec des pôles majeurs pour réguler les jeux politiques et vraiment mettre de l'ordre dans ce qui de plus en plus apparaît presque comme une sorte de pagaille aux yeux de l'opinion. Et je pense que ce sont des tâches essentielles que l'opposition, y compris maintenant la question du leader de l'opposition, il faut la régler aussi. Par rapport à ce que vous dites, à quoi cela servirait si à chaque législative, on a une majorité écrasante en faveur du parti du président de la République? Est-ce que ce n'est pas cela qui inhibe un peu le rôle de l'Assemblée nationale? L'impact du pouvoir législatif. Vous savez, dans le cadre du régime présidentiel, nous on n'est pas dans un régime parlementaire. Vous savez, en politique, hein, il y a des choix de régime. Soit on est dans un régime de président, soit on est dans un régime de parti. Lorsqu'on est dans des régimes de parti, c'est les partis qui décident. Lorsqu'on est dans un régime de parti, d'ailleurs, là, le mode score proportionnel est plus adapté pour que les partis les plus représentatifs puissent avoir une majorité qui leur permette de gouverner. Mais maintenant, le danger, c'est que si des majorités fortes ne s'expriment pas, ce sont les groupes minoritaires qui font la différence et qui installent l'instabilité. C'est ainsi que, dans certaines démocraties, un parti faible peut se retrouver chef de gouvernement, son leader peut se retrouver chef de gouvernement, du fait que les deux principales forces se neutralisent. Et là, généralement, ça crée une sorte d'instabilité dont nos pays, en tout cas, en ce qui me concerne, n'ont pas besoin. Alors, on est dans le cadre du régime présidentiel. Maintenant, dans le contexte du régime présidentiel, c'est comme on dit, le parti présidentiel au service du président, parce que c'est le lieu du pouvoir, c'est la présidence de la République. Alors, donc, il faut lui donner les moyens institutionnels d'exercer son pouvoir et lui donner les instruments qui lui permettent également d'appliquer sa politique. Alors, c'est pourquoi la stabilité d'un régime présidentiel va de pair avec une majorité stable. Alors, mais par contre, il y a des pays intermédiaires, le cas de la France, où le De Broglie, qui avait inspiré la Constitution, disait qu'on est dans un régime présidentiel à amortisseur parlementaire. C'est ce type de régime qui permet la cohabitation. Parce que le président a des domaines réservés et le Premier ministre a la responsabilité de la définition et de la conduite de la politique. Chez nous, c'est le président de la République qui a la responsabilité de la définition et de la conduite de la politique nationale, avec maintenant un Premier ministre coordonnateur de l'action gouvernementale. Vous ne pensez pas qu'il est temps qu'on aille vers un amortisseur parlementaire alors? Bon, je pense qu'au stade actuel, justement, ça, je disais tout à l'heure qu'il fallait qu'on fasse l'évaluation de notre système démocratique. Il faut qu'on l'évalue et que à chaque étape de l'évolution de notre société, qu'on se dote des instruments adaptés.